Bonjour à toutes et tous, bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne YouTube des Patriotes du Calvados pour un nouvel entretien avec Alexandre Bellas qui est de retour. Bonjour Alexandre. Bonjour Pierre-Emmanuel et merci de ta nouvelle invitation. C'est un plaisir de se retrouver ici sur ta chaîne YouTube. Mais écoute, on est à un mois grosso modo de la sortie de ton prochain film qui est Uchronich Parabolique, je le rappelle. On va peut-être respécifier l'ensemble du film, un petit peu ce que ça veut dire et le sujet que tu as voulu mettre en avant dans ce nouveau tournage. Ben, on t'écoute. Tout à fait. Ben, écoute, il y a vraiment plusieurs aspects. Sans prétention aucune, j'ai voulu essayer de bâtir en fait ce que j'ai envie d'appeler un peu une joconde cinématographique parce qu'elle touche à plusieurs aspects. La première ligne, c'est vraiment déjà de rendre hommage aux lanceurs d'alerte et aux éveillés qui ont essayé de faire le maximum durant cette période complexe et difficile de 2020-2024 pour éveiller les non-éveillés. Donc en fait, je mets un petit peu en opposition, mais avec un double objectif, celui de rendre hommage à des lanceurs d'alerte qui ont subi beaucoup de pression et beaucoup de difficultés, y compris de la population des non-éveillés, et aussi un éveil, une invitation à l'éveil et au réveil des derniers endormis. Donc ça, c'est un premier aspect. Il y a un deuxième aspect, c'est l'aspect culturel. C'est-à-dire là, j'ai voulu restaurer euh, une dimension culturelle, un petit peu pour faire pare-feu et pour bâtir une digue contre la cancel culture, qui a fait beaucoup d'avance, et notamment donc, en faisant se rencontrer Victor Hugo et Frédéric Nietzsche, c'est un peu restaurer aussi un autre aspect de l'Europe que beaucoup de gens de ma génération et après auraient souhaité, celle à laquelle ils rêvaient sans doute, une Europe culturelle. Moi, c'est comme ça que je l'ai envisagé au départ. Mais ça n'a rien à voir, on est très loin des ministres des Finances illustres comme Bruno Le Maire ou le ministre allemand C'est Scholz actuellement. Scholz encore pour l'instant. Autre chose, c'est de redonner sa place aussi au spirituel, par opposition à toute l'ère matérialiste et progressiste qui nous a amené beaucoup plutôt de déclin qu'autre chose. Donc, il y a plusieurs dimensions, notamment aussi remettre au centre la nature. La nature, à travers l'ensemble du film, il y a beaucoup de vues sur un fleuve qui borde dans la région des Pyrénées-Orientales, qui s'appelle la Ceste, qui est dans la région du Mont Canigou pour les connaisseurs, particulièrement de Corneille-à-la-Rivière. Bref, là, on est en pleine nature, et c'est aussi une façon de s'opposer à la contre-nature. Alors, au sens large, la contre-nature, c'est tout ce qui est aussi cancel culture, wokisme, théorie du genre. Donc, c'est aussi un autre aspect, une autre ambition du film. Il y a beaucoup de Et symboliques en fait comme ça à travers l'image qui permettent de donner des pistes, des clés de réflexion finalement. de réflexion, tout à fait. On pourrait aussi, dans la liste de ce qui est contre nature, on pourrait citer tout ce qui va à l'encontre de la santé, qui est en plus volontaire. Si on veut parler des OGM, de notre mauvaise nutrition, ou si on veut parler des chemtrails qui balayent le ciel, qui sont infectés d'aluminium et qui sont en fait qui ont pour conséquence d'infecter notre santé directement. Donc, tout cela est contre nature. Donc je pense que remettre au centre de l'échiquier, la nature, c'était aussi une autre dimension, une autre ambition du film. Au niveau des deux personnages que tu campes, donc Nietzsche d'un côté et Victor Hugo de l'autre, alors Victor Hugo on voit à peu près par rapport à l'aspect politique la notion par rapport à l'Europe, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire de Nietzsche? Pourquoi le choix de Nietzsche précisément? Alors, le choix de Nietzsche, déjà, ce qui m'a intéressé, c'est que les deux personnalités sont quasiment contemporaines. Nietzsche décède en 1900, Victor Hugo en 1880 et quelques, 84, 85, je sais plus son année exacte. Et ils sont tous les deux, justement, sur des périmètres, on va dire, officiellement reconnus comme différents. C'est vrai, on classe beaucoup plus facilement Nietzsche dans la catégorie philosophie et Victor Hugo dans la catégorie littéraire poésie. Mais justement, j'ai choisi une œuvre spécifique de Frédéric Nietzsche qui s'appelle Ainsi parlait Zarathustra, qui est une œuvre essentiellement poétique avec aussi une force de message philosophique et politique, on va dire. Donc, il y a voilà, cet assemblage. Là aussi, il y a une volonté de réajustement, en fait, de redonner à Victor Hugo une dimension qui est moins connue, qui est celle de on va dire, la philosophie sociale,
Et notamment, on va parler certainement derrière d'une forte action qu'il a eue le 8 juillet 1849, le 9 juillet 1849, au jour près, et notamment à l'Assemblée nationale. Je pense que ça, ce sera un des thèmes qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui. Donc, on connaît moins la casquette politique et philosophie sociale. Dans ce discours, il a fait une grande évocation sur la terre. On connaît moins cette casquette de Victor Hugo, et on connaît moins la casquette poétique du philosophe Frédéric Nietzsche. Donc, ça m'a intéressé de les rassembler, je ne dirais pas de les fusionner, mais de tirer un peu les ficelles pour voir les différences et aussi les rapproches. D'accord. Alors, est-ce que, petite question comme ça subsidiaire, est-ce que il est prévu une intervention de ta part, sorte pas de débat, mais enfin de questions-réponses à l'issue du film? Voilà, c'est une excellente question. Je te remercie de la poser parce que finalement, il y a tellement d'éléments que je ne pense pas forcément à tout évoquer. Effectivement, la façon dont je vais construire cette soirée, donc du 5 avril, qui se passera au Forum 104, au 104 de Vaugirard dans le 6e, je pense faire une petite introduction justement du film pour donner un peu ses objectifs et ses ambitions, un peu comme je le fais là. 5 minutes, 5 ou 6 minutes. Ensuite, la projection du film. Et ensuite, certainement, suivant le temps qu'il nous restera, qui sera imparti, et j'espère qu'il n'y aura pas trop de retard, puisque la stage de la libérer absolument à 22h30, eh bien, oui, effectivement, un jeu de questions-réponses qui peut durer entre une demi-heure et une heure. Tout à fait. D'accord. Alors, on va rappeler, donc tu l'as dit, c'est Forum 104, 104 rue de Vaugirard à Paris, dans le 6e. C'est donc le 5 avril, c'est toujours ça? Ah, 5 avril 5 avril, hein. 2024. C'est bien ça. Le prix des places, c'est 12 euros. Les réservations, c'est en ligne. On va remettre le lien en description de la vidéo. C'est uniquement en ligne, d'ailleurs, hein, au niveau des points de vente. Tu en es où au niveau du taux de remplissage? On appelle Alors, ça comme justement, ça. ça permet d'apporter effectivement cette information-là, parce que je veux vraiment insister sur les aspects, effectivement, que tu viens de mentionner. C'est absolument une réservation obligatoire en ligne. Et je dirais qu'il faut souligner qu'il n'y aura aucune réservation sur place et il n'y aura non plus aucune guichetterie sur place. Il y aura juste un pointage des entrants, évidemment, pour valider les personnes qui ont réservé. Je pense réellement que je vais bientôt activer un nouveau message collectif, une newsletter, comme on dit, en bon français, pour annoncer effectivement une date limite. Je pense que je vais stopper les réservations vers le 25, parce qu'après, il va y avoir un effet d'étranglement ou de bouchon, et je serai en difficulté de pouvoir dire aux gens, ben non, il n'y a plus de place, il y a 80 places disponibles, mais par expérience, je sais que les gens se décident souvent à la dernière minute et se disent, je peux réserver jusqu'à la dernière minute, et là, franchement, je déconseille de faire ça parce que c'est bientôt passer un message comme quoi, du fait du seuil lié à la nombre de places maximum, je ne peux pas prendre le risque d'arriver à dépasser ce seuil. Bien sûr, bien sûr. Donc là, j'ai énormément d'intentions. Justement, j'incite les gens à transformer, s'ils veulent réellement être là présents et avoir une place libre, à transformer leurs bonnes intentions en passage à l'acte direct par la réservation en ligne. Exactement. Je vais apporter une précision supplémentaire pour les personnes qui voudraient connaître l'ensemble du travail d'Alexandre Bellas. Eh bien, vous pouvez retrouver notre précédent entretien sur la chaîne YouTube des Patriotes du Calvados. On vous met le lien en vignette cliquable directement en fin de vidéo. Comme ça, une fois que c'est fini, hop, vous pouvez basculer sur la vidéo de l'entretien qu'on a fait il y a quelques semaines de cela sur cette chaîne. Voilà, c'est donc le 5 avril pour la sortie du Kronich parabolique. Pas évident à dire, mais à force on s'y fait hein, quand même. Et donc c'est le combien 6e film? Je ne sais plus exactement. 6e film. 6e film, hein, c'est ça, depuis 2019. Parfait. On va terminer dans quelques instants avec la bande-annonce du film, comme ça les gens auront aussi, les gens qui nous regardent auront aussi la possibilité de se rendre compte un petit peu de ton travail. Et puis que souhaiter pour ce beau et nouveau film, Alexandre? Alors, je voudrais ajouter 2 derniers points parce qu'il y en a un qui est important dans la liste des mentions. Hein. Oui. Et donc, en fait, d'une part, au texte qui est dicté à l'Assemblée nationale par Victor Hugo le 9 juillet 1849,
je veux dire à quel point il est d'actualité, en fait, dans le sens où il n'y a pas justement une envergure de ce type-là à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a un tel contraste entre ce texte très soigné de Victor Hugo, dans lequel il fait un appel, une alerte même à la nécessité donc de créer des décrets et des lois pour lutter contre la misère, mais pour lutter efficacement avec un objectif de la résoudre, hein, de l'éradiquer, pardon, de la même façon qu'on peut éradiquer la peste ou le choléra. Donc il invite vraiment les députés à se mobiliser, à se lancer dans cette bataille. Or, quand on voit le contraste avec aujourd'hui une Assemblée nationale qui ressemble à un ensemble de Playmobil et à une chambre d'enregistrement où en fait on passe tout par des 49.3, mais par contre on n'oublie pas de qui sont faire progresser sa propre rémunération de 300 euros par mois, pendant que tout le secteur agricole est en difficulté et que la plupart des agriculteurs de la base sont à peine au niveau du RSA. Je pense que là, il y a un contraste essentiel et je me fais un plaisir de dicter moi-même cette lettre à l'intérieur du film. Donc ça, c'est vraiment un premier point. Et un dernier point, pour ne pas être trop long sur cette vidéo qu'on avait envie de faire court, je dirais que là, je voulais aussi mettre un peu l'accent, par exemple d'ailleurs, je complète un peu ta question sur Nietzsche, en fait, hein, parce qu'on a beaucoup parlé d'individualisme chez Nietzsche, mais oui, dans ce livre Ainsi parlait Zarathustra, avec sa notion de surhomme qui n'a pas toujours été bien comprise, en fait, il invite à un individualisme peut-être, mais un individualisme spirituel, intellectuel et culturel, par opposition à l'individualisme qu'on connaît depuis des décennies, qui s'appuie sur le consumérisme, le matérialisme, et qui est finalement très passif, contrairement à l'individualisme, l'invitation d'individualisme de Nietzsche, avec l'appel au surhomme. C'est un individualisme qui appelle à l'action et à la prise en charge de soi-même par soi-même, contrairement justement avec cet individualisme passif et égocentrique qui a développé et qui a incité la société consumériste qu'on connaît depuis des décennies. Voilà. Ça permet de faire la différence vraiment entre les deux, sur un point précis, de faire la différence entre les deux époques, les deux façons de penser d'ailleurs, que ce soit pour Nietzsche ou comme pour Victor Hugo, comme tu le disais très justement tout à l'heure, par rapport à ses prestations au niveau de l'Assemblée. C'est clair. Voilà. Merci Alexandre, merci beaucoup. Merci d'avoir fait cette interview à nouveau. Voilà, c'est un peu rapide, mais ça permet de replacer les choses. On va terminer avec la bande-annonce. Je reprécise aux personnes qui nous suivent sur cette chaîne, de ne pas hésiter à mettre un pouce en l'air, de commenter cette vidéo. Également, ça aide pour le référencement. Et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour ceux qui nous découvrent. On tâchera d'avoir d'autres entretiens comme ça, peut-être dans le futur avec Alexandre, mais aussi avec d'autres personnes. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis Alexandre, bien plein de bonnes choses pour la sortie de ce prochain film, Ukronitch Parabolique, le 5 avril. Donc c'est au 104 rue de Vaugirard, Paris dans le 6e, le Forum 104. Voilà. Merci Alexandre et à très bientôt. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel. Merci. À bientôt. À bientôt, au revoir. Zarathustra descendit seul des montagnes et il ne rencontra personne. Mais lorsqu'il arriva dans les bois, soudain se dressa devant lui un vieillard qui avait quitté sa sainte chaumière pour chercher des racines dans la forêt. Et ainsi parla le vieillard et il dit à Zarathustra : Ne va pas auprès des hommes. Reste dans la forêt. Demeure auprès des bêtes. Les pensées qui arrivent à pas de loup, ce sont elles qui mènent le monde. Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. L'art est rien que l'art. Nous avons l'art pour ne point mourir de la vérité. La vérité est comme un soleil. Elle fait tout voir et ne se laisse pas regarder. C'est ici, en l'an 2024, sur les hauteurs du mont Forçat-Réal, que se rencontrèrent ces deux sommets de la poésie, autant lyrique, allégorique que philosophique. Victor Hugo et Friedrich Nietzsche. Oh, comment ne brûlerais-je pas du désir de l'éternité, du désir de l'anneau des anneaux, l'anneau nuptial du retour. Jamais encore je n'ai rencontré la femme
de qui j'eusse voulu des enfants. Si ce n'est cette femme que j'aime, car je t'aime, ô éternité. Il lui fallait saisir cette occasion unique pour braver les rires et la torpeur des derniers ignorants qu'il avait croisés en quittant sa montagne, et révéler à tous les hommes de bonne volonté qui voudraient sortir à jamais de cette chape de plomb posée sur l'humanité, ce que serait le surhomme du XXIe siècle. Un alerteur, un phare, un guerrier combattant pour le beau, pour le bien et pour le juste, un protecteur des peuples, un gardien de l'humanité. Zarathustra voulut accompagner ce mouvement inéluctable de l'histoire en rendant hommage à son compagnon Victor Hugo qui reposait au Panthéon. Ce fut aussi ses premiers pas pour encourager et saluer la libération progressive de toutes les forces productives de paix, de beauté, de vérité, de justice et de liberté qui vibraient dans le cœur de tous les peuples.